Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux, nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Jacques Le Rider. Je vais vous le présenter rapidement, mais je dois vous dire d'abord que c'est bien que vous soyez venus parce que on aurait pu avoir l'impression, ce qu'un certain nombre de nos interlocuteurs nous disaient, qu'au fond, parler de Vienne au tournant du 19e et du 20e siècle, mais c'était quelque chose d'abord de passé, de localisé dans le temps, et puis localisé dans l'espace, c'est Vienne, et que pour tous ceux d'entre vous qui ont déjà pratiqué, lu les livres de Jacques Le Rider, ou ses articles, eh bien vous voyez que ce que la modernité viennoise, modernité en crise, disons, nous en parlerons tout à l'heure, peut nous dire, nous concerne beaucoup un siècle plus tard, au fond, au tournant du XXe et du XXIe siècle. Alors, Jacques Le Rider est agrégé d'allemand, il est diplômé Sciences Po Paris, il est docteur de troisième cycle, docteur d'État, et il a été assistant à l'Université de Paris 4 Sorbonne, et puis, bon, après divers postes, professeur à l'Université de Paris 8 à Saint-Denis, et depuis 1999, donc depuis presque 20 ans, il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, dans la section, c'est important pour notre débat de ce soir, des sciences historiques et philologiques, chère intitulée L'Europe et le monde germanique, époque moderne et contemporaine. Il est aussi membre correspondant étranger de l'Académie autrichienne des sciences et il a effectué lui-même beaucoup de séjours en Autriche, il connaît très bien l'Autriche. Il a publié d'ailleurs un ouvrage sur une situation qui est une situation pas très positive, c'est-à-dire en 2000, l'Autriche de M. Haider, qui est une sorte de journal de toute une année dans lequel il parle, il essaye de comprendre ce qui a changé en Autriche et nous en parlerons peut-être tout à l'heure parce que, de nouveau, c'est quelque chose qui est fortement lié à ce que nous allons dire maintenant sur ce que Stefan Zweig appelait le monde d'hier, c'est-à-dire le monde d'avant 1914 et en particulier, disons, le monde de 1900. En ce qui concerne les très nombreuses publications de M. Le Rider, bon, je vais vous en donner quelques-unes parce qu'il y a beaucoup de livres à titre de seul auteur, il y a des livres en collaboration, édités, beaucoup d'articles, j'en ai encore découvert cet après-midi. Effectivement, je ne pourrais évidemment pas être exhaustif, ça n'aurait strictement aucun sens. Mais je voulais quand même mentionner d'abord le premier ouvrage que vous avez publié en 1982, donc vous étiez très jeune, le cas Otto Weininger, Racines de l'antiféminisme et de l'antisémitisme. Vous savez, Weininger a publié en 1903 un ouvrage appelé Sexe et caractère, et effectivement, qui est un ouvrage dans lequel le grand danger de contamination de l'homme contemporain, c'est la femme et c'est le juif. Quelques mois plus tard, Weininger s'est suicidé, à 23 ans, il s'est suicidé. Donc le cas Weininger, qui, on pourrait croire qu'il n'a pas d'importance, il a eu des contacts avec Freud, il a eu une influence, et je pense que c'est très intéressant de pouvoir en discuter peut-être tout à l'heure. Alors, Modernité viennoise et crise de l'identité, qui est paru en 1990, ça, c'était votre thèse de doctorat, et ça, c'est un livre qui brasse énormément de problématiques de la Vienne de 1900 en étudiant un certain nombre d'auteurs à partir d'un certain nombre de points de vue, qui sont des points de vue importants pour comprendre la modernité viennoise. On en parlera peut-être tout à l'heure. La question du génie, la question du narcissisme, la question du mystique, comme dit le premier Wittgenstein, la question de la crise du langage. Fritz Mautner, Jacques Le Rider a écrit une grosse biographie de Fritz Mautner, et il a publié la traduction d'un livre de Mautner sur le langage, qui est un livre qui est paru au début du XXe siècle, dans une collection d'ailleurs dirigée par Martin Buber. C'est un sceptique, ce Mautner est un sceptique linguistique, donc qui est très sceptique quant aux possibilités, grâce à la langue, de maîtriser le monde, de connaître, et donc ce scepticisme linguistique est très en résonance d'ailleurs avec ce que moi j'ai connu à l'époque de ma jeunesse philosophique, le structuralisme, le tournant linguistique, et de nouveau, ça nous permet de faire un lien avec les problématiques contemporaines. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très contemporain. Je ne veux pas faire, évidemment, les liens sont problématiques, on ne passe pas d'une époque à l'autre, c'est simplement pour dire qu'il y a quelque chose qui nous parle
parle dans cette période viennoise, c'est aussi la problématique du masculin et du féminin et la crise de l'identité masculine en particulier, qu'on voit très bien dans le livre d'Otto Weininger, mais dans beaucoup d'autres œuvres également. Alors, un livre sur Hugo von Hofmannsthal, Historicisme et modernité, Nietzsche en France, Freud de l'Acropole au Sinaï, donc la problématique de Freud et la Grèce, un livre sur Arthur Schnitzler, un livre sur Malvida von Meisenburg, qui est une femme importante. Je pense que c'est chez elle que Nietzsche et Lou Salomé se sont rencontrés. L'Allemagne au temps du réalisme, un gros ouvrage qui montre bien le passage du libéralisme après 1848 à une position plus réaliste à la fois en littérature, en politique, sous Bismarck, etc., qui est un livre qui nous donne un excellent éclairage, alors cette fois-ci sur la pensée allemande, mais pas autrichienne, viennoise. Alors, sur Fritz Mautner, je viens de vous le dire. Les Juifs viennois à la Belle Époque, ça je vous recommande vraiment, avec non seulement une analyse générale, mais dans la suite, une analyse d'un certain nombre d'intellectuels juifs, ils étaient très nombreux, même s'ils avaient un rapport à la judéité qui était très problématique, comme Karl Kraus, évidemment comme Stefan Zweig, Weininger et d'autres. Donc vous voyez que ce qu'écrit Jacques Le Rieder est très large, ça nous donne une perspective à la fois sur la Vienne du début du XXe siècle et puis sur des problèmes qui sont toujours les nôtres aujourd'hui. Donc je suis très heureux de vous accueillir à l'ULB et je vous cède la parole. Merci, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier beaucoup de m'accueillir ici dans le cadre de ces conférences-débats de l'ULB. Je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous. Alors après votre panorama d'introduction, j'ai l'impression que en réalité vous avez tout dit et que je n'ai plus qu'à compléter. Donc j'ai préparé quelques notes qui représentent une sorte de tableau introductif, de vision d'ensemble, ne sachant pas trop vers où allaient les préférences et les intérêts de l'auditoire de ce soir. Je me suis contenté de tracer des grandes lignes, des contours, de donner une vision d'ensemble et vous pourrez, comme je l'espère, au cours de la discussion, soulever des questions plus précises et aborder des thèmes plus pointus que ceux que je vais brasser ce soir. Donc, Monsieur Archer l'a dit et je le redis, ce qu'on appelle ici la modernité viennoise, c'est donc cet ensemble de productions littéraires, artistiques, intellectuelles au tournant des 19e et 20e siècles, un renouveau tout à fait spectaculaire dans une métropole qui était en réalité restée un peu à la marge de l'histoire culturelle européenne jusqu'au début des années 1880, qui occupait par exemple dans le monde allemand une position jusque-là relativement marginale par rapport à d'autres centres comme Munich ou Berlin. Aujourd'hui, je dirais que c'est presque le contraire qui est le cas, à savoir que la modernité viennoise s'est imposée à nous comme une référence essentielle du XXe siècle. C'est un grand mouvement de réévaluation et d'un nouvel intérêt pour Vienne qui a conduit aussi à regrouper dans cette notion de modernité viennoise beaucoup de choses qu'on avait perdu l'habitude de rapporter à Vienne.
par exemple Wittgenstein et toute la tradition allemande et viennoise de la philosophie analytique, constituée plutôt du côté de Cambridge, où la psychanalyse, dont on savait évidemment qu'à travers la personne de Freud, elle était ancrée à Vienne, mais qu'on situait aussi bien dans la culture allemande et pour les années 20 dans la culture de Weimar. Tout cela a été ramené vers Vienne et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a entre tous ces artistes, ces intellectuels, ces auteurs, un air de famille. Et c'est cet air de famille que je voudrais aujourd'hui essayer de définir. Si Vienne apparaît au début des années 80 du 19e siècle comme une métropole encore retardataire par rapport aux autres métropoles européennes, c'est en particulier en raison de la persistance de structures politiques d'Ancien Régime. C'est aussi dû à la pesanteur du style historique qui a connu à Vienne son extension et son affirmation la plus spectaculaire liée à la construction de la fameuse Ringstraße, de ce boulevard circulaire dont la conception résulte au départ d'un compromis entre le pouvoir impérial et le parti libéral. Au départ, lorsque en 1857 l'armée accepte de libérer le glacis qui entoure les anciennes fortifications de Vienne pour en faire une zone constructible, l'empereur entend se réserver ce nouvel emplacement pour l'extension du palais impérial et pour la création de perspectives monumentales. Mais au fil des années, au fil des déboires de la monarchie, défaite dans la guerre d'Italie en 1859, c'est le premier grand coup qui frappe la monarchie habsbourgeoise. Celle-ci est obligée de se résigner à une libéralisation du système politique, et en particulier ce grand projet d'urbanisme et d'architecture de la Ringstraße évolue vers une conception plus bourgeoise et plus culturelle. Ainsi, en 1859, François-Joseph et la cour de Vienne est obligée d'accepter que, par exemple, s'installe un nouvel hôtel de ville sur la Ringstraße, le Rathaus, qui est de toute évidence le symbole des libertés bourgeoises, et aussi les musées d'histoire de l'art et d'histoire naturelle qui n'étaient pas prévus au départ et qui sont inscrits dans le projet de Bildung, de culture et d'éducation des libéraux. Le deuxième coup qui frappe la monarchie habsbourgeoise, c'est la guerre austro-prussienne de 1866, que nous connaissons dans le monde francophone sous le nom de Sadova et dans le monde allemand plutôt sous le nom de Königgrätz. Et à la suite de cette lourde défaite, l'empereur doit non seulement consentir le compromis austro-hongrois et d'importantes réformes libérales, mais il doit aussi revoir une nouvelle fois le projet de la Ringstraße, auquel va s'ajouter un parlement qui n'était certainement pas dans les vues initiales
de la monarchie, un parlement, ce fameux gigantesque édifice en style néoclassique grec, et la nouvelle université de style néo-renaissance qui se trouve à l'opposé du Parlement, sur le Ring, à côté du Schottentor et de la Votivkirche. Donc, ces années 1860 qui suivent la défaite dans des guerres d'Italie et qui est accentuée par Sadowa-Königgrätz, et la période de prépondérance des libéraux dans la vie politique de Vienne. Il reste dominant dans le pouvoir et la culture viennoise jusqu'aux années 70, et en réalité les causes de leur déclin et de leur effacement sont essentiellement économiques et sociales. En 1873, le krach boursier a brisé la période de croissance, s'introduit une période de stagnation économique et de nouvelles tensions sociales. On peut dire que la modernité viennoise intervient à partir des années 80 dans cette période de crise du système culturel et politique libéral. D'abord, au point de vue esthétique, artistique, elle cherche à sortir du style historique. Monsieur Weiss, tout à l'heure, au cours de nos conversations qui précédaient cette soirée, me faisait remarquer que le historismus, on a plutôt l'habitude de le traduire par historicisme, mais dans le domaine de l'architecture et des arts, historicisme, qui est une notion assez familière en philosophie et dans les sciences humaines, en histoire de l'art, j'ai pris l'habitude de dire historisme, mais en fait c'est la même chose, c'est le volet, disons, artistique, esthétique de l'historicisme en philosophie. Et c'est donc contre ce style historique que se développe une modernité qui sera à la fois anti-historiciste, moderniste, mais qui aura dès le départ aussi une composante fonctionnaliste. Par exemple, Otto Wagner, dans Architecture moderne et autres écrits, déclare en 1895 « Le seul point de départ possible pour la création artistique est la vie moderne ». Donc, coupé avec une culture des codes architecturaux et des codes artistiques considérés comme à la fois des codes symboliques et des codes ornementaux, pour arriver à une véritable coïncidence entre la vie quotidienne et l'architecture et les arts décoratifs. C'est donc un des points de départ de cette modernité viennoise dans le domaine artistique, mais je voudrais insister sur l'héritage très positif du grand chantier de la Ringstrasse, qui a été un chantier colossal pour toute l'industrie de la construction et pour l'artisanat d'art. Ce chantier de la Ringstrasse a permis l'éclosion, l'épanouissement d'un artisanat d'art extrêmement raffiné, de peintres,
d'ébénistes, de décorateurs dans tous les domaines, de forgerons capables de faire ces superbes fers forgés, des rampes et des grilles de ces palais. Tout cela a créé pour les modernes une sorte d'armée de réserve, d'artisans très doués, très qualifiés, qui expliquent l'exceptionnelle qualité artistique et technique, par exemple, de la Wiener Werkstätte et de tout l'artisanat d'art de la modernité viennoise, du Jugendstil viennois et de ce Jugendstil classique du début de siècle. Nous parlions tout à l'heure de Joseph Hoffmann, qui représente donc cette continuation épurée et, je dirais, classique d'un Jugendstil qui, à Vienne, est un peu moins ornemental peut-être que l'art nouveau de l'école de Nancy ou du Horta bruxellois. Aujourd'hui, il paraît bien superflu de plaider pour la réévaluation des artistes viennois de l'époque 1900, de Klimt à Schiele, et pour les premiers expressionnistes, Richard Gerstel ou le jeune Kokoschka. Tout cela est aujourd'hui nimbé d'un prestige immense. Au musée du Belvédère, au quartier des musées à Vienne, ce sont les salles les plus fréquentées. Mais il faut savoir que jusqu'aux années 1970, cette peinture était considérée comme marginale par rapport à la voie royale de la modernité picturale européenne. Et c'est l'explication du fait que les grands musées occidentaux ont en réalité négligé d'acquérir du Klimt et du Schiele à une époque où la chose aurait été encore possible pour des établissements publics. Par exemple, les collections publiques françaises sont extrêmement pauvres, tout simplement parce que la modernité viennoise a une physionomie qui s'écarte du modernisme codifié par le passage à l'abstraction dans l'histoire de la peinture, des arts plastiques européens. Le contraste est grand sur ce terrain avec la musique, puisque alors que les arts plastiques donnent de la modernité viennoise le sentiment qu'on s'inscrit dans la postérité moderne de la tradition de l'art de l'époque précédente, ici, l'école viennoise est au contraire la pointe du moderne, surtout si on la considère du point de vue de la réforme sérialiste dodécaphonique, de la nouvelle musique de Schoenberg et de ses disciples. Mais là aussi, la prise de conscience du fait que cette école de Schoenberg est aussi une partie intégrante du paysage de la modernité viennoise a un petit peu changé la perspective et on s'est habitué à considérer Schoenberg dans d'autres contextes et dans d'autres continuités, par exemple avec Gustav Mahler, par exemple avec la tradition post-brahmsienne, et aujourd'hui, l'école de Schoenberg peut être revisitée
comme la continuation critique et rénovatrice de traditions viennoises. C'est particulièrement vrai, me semble-t-il, dans le domaine de la musique de chambre, où cette école viennoise renoue au fond avec les audaces de Haydn, du dernier Beethoven et de Schubert. Deux facteurs décisifs expliquent l'éclosion du mouvement littéraire de la jeune Vienne à partir des années 1890, qui place la production littéraire viennoise au premier rang de la littérature allemande. Et je vais insister sur deux facteurs qui sont extérieurs à l'histoire de la littérature proprement dite. Je voudrais d'abord insister sur le fait que cette jeune Vienne a été formée dans les lycées viennois et l'université de Vienne, qui comptent à l'époque parmi les meilleurs du monde allemand. Et je voudrais insister d'autre part sur l'ouverture internationale de la jeune Vienne, dont l'art poétique s'affirme au cœur d'un réseau de transferts culturels européens. Et ici, je profite de la mention de ce terme de transfert culturel pour saluer ma collègue, Madame le professeur Helga Mitterbauer, qui représente ici à l'Université libre de Bruxelles les études germaniques et qui est une éminente spécialiste des transferts culturels, en particulier entre Vienne et les autres métropoles européennes au début du XXe siècle. Donc, un des points sur lesquels l'Autriche était retardataire, c'était la rénovation de son système d'enseignement secondaire et de son université. Elle n'avait pas connu la haute époque des réformes engagées sous l'impulsion de Wilhelm von Humboldt en Prusse. Et c'est seulement au lendemain du grand ébranlement de 1848 que l'Autriche a modernisé son système éducatif en reprenant, si j'ose dire, le meilleur dans le système humboldtien allemand et en y ajoutant quelques spécificités autrichiennes de grand intérêt. Donc c'est sous l'autorité du ministre Thun Hohenstein, conseillé à l'époque par l'éminent philosophe Franz Exner et le philologue Hermann Bonitz, que se met en place le système des gymnasiennes classiques et des Realgymnasiennes d'orientation plus scientifique. Cette réforme a, dans le domaine des humanités, pour caractéristique de faire reculer un peu la place du latin qui était tellement prépondérante dans la tradition des collèges jésuites qui longtemps ont marqué la vie intellectuelle autrichienne. Et cette réduction du latin, réduction toute relative, a permis le renforcement du grec et des matières scientifiques. C'est ainsi que Hofmannsthal et Schnitzler, à l'Akademisches Gymnasium, ont eu 8 heures de latin hebdomadaire en première et en deuxième année de lycée, mais à partir de la 3e année, 6 heures de latin seulement et 4h30 de grec par semaine. L'autre particularité essentielle du modèle autrichien de l'enseignement secondaire, c'est une propédeutique de philosophie prévoyant en 7e année un enseignement de logique et en 8e et dernière année un enseignement de psychologie empirique. Cette propédeutique de philosophie, dans les 2 dernières années du gymnasium, avant donc la Matura, qui est l'équivalent autrichien de l'Abitur, a puissamment contribué à la transmission et aussi à la revitalisation de la tradition autrichienne de la philosophie analytique, dont les jalons au XIXe siècle et au début du XXe siècle sont
Bernard Bolzano, Franz Brentano, et c'est une tradition qui conduit au Cercle de Vienne et à Ludwig Wittgenstein, une tradition que récapitulera l'exposé historique d'Otto Neurath, le développement du Cercle de Vienne et l'avenir de l'empirisme logique en 1935. C'est une tradition qui aujourd'hui nous apparaît comme très précieuse et très importante pour le XXe siècle et certainement aussi pour notre XXIe siècle, qui se caractérise d'une part par la présence durable de la philosophie rationaliste de Leibniz, par l'influence plus limitée qu'en Allemagne du kantisme et de l'idéalisme de Fichte et de Hegel, par l'importance aussi du système théorique de celui qui se définissait comme un réaliste rigoureux, Johann Friedrich Herbart. Plusieurs chaires de philosophie des universités de la monarchie habsbourgeoise ont été occupées dans la deuxième moitié du XIXe siècle par des herbartiens déclarés, et c'est eux qui ont présidé à la rédaction des manuels scolaires utilisés dans les classes propédeutiques des lycées. Or, Herbart accorde à la langue une force autonome. Il considère la psychologie, entendue dans un sens qui n'a rien ici de médical et de clinique, mais qui est un sens de psychologie philosophique, théorique. Il considère la psychologie comme la seule science habilitée à l'approche analytique des structures du sujet. Il définit la philosophie comme discipline épistémologique, imposant un contrôle critique permanent de la langue. La logique est pour Herbart le domaine central de la psychologie cognitive. Alors, vous me direz, nous nous sommes bien éloignés de Hofmannsthal. Eh bien, peut-être que non, car cette formation néo-humaniste explique l'importance primordiale chez Hofmannsthal des références grecques, qu'il traite, et c'est son génie personnel, sans aucune concession au néoclassicisme historique. Donc c'est cette singulière voie hofmannsthalienne du retour à l'antique grecque qui est en même temps un congé donné à l'historicisme. Par exemple dans Electra, une de ses réussites les plus incontestables. Mais en même temps, ces années de propédeutique philosophique du lycéen Hofmannsthal, qui n'a pas cessé de s'intéresser à la philosophie à l'université, explique pourquoi la lettre de Lord Chandos est non seulement un des plus beaux morceaux de prose de la littérature allemande, mais aussi une réflexion d'une très grande profondeur sur l'adéquation et le décalage des mots et des choses. Notons que Sigmund Freud, lui aussi, est un parfait produit de cet enseignement secondaire rénové au début de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais lui, il n'est pas passé par le lycée classique, il est passé par le Realgymnasium de la Leopoldstadt, le quartier populaire à prépondérance juive de Vienne, l'actuel deuxième arrondissement. Ce Realgymnasium est de création toute récente lorsque Freud le fréquente, puisqu'il a été créé en 1865. Et le Realgymnasium à l'autrichienne est une sorte de compromis entre le lycée classique et le lycée moderne, synthèse équilibrée de culture générale classique, fondée sur les langues anciennes et de matières scientifiques. Et donc on peut dire que la spécificité de Freud qui fait
son génie, sa personnalité incomparable, cette alliance des deux cultures, une culture profonde en matière d'histoire, de latin et de grec, d'histoire ancienne. N'a-t-il pas eu à traduire pour l'écrit du baccalauréat 43 vers de l'Oedipe-Roi de Sophocle, explique que Freud ait été à la fois un scientifique très exigeant en matière de scientificité, très attaché à un modèle scientifique de la psychologie dans la tradition donc de cette propédeutique philosophique, et puis en même temps un homme d'une culture néo-humaniste extrêmement profonde. L'autre caractéristique de ces modernes viennois est leur ouverture internationale. Pour renouveler les traditions propres au genius loci viennois, ces artistes, ces auteurs, ces intellectuels s'ouvrent aux influences les plus diverses. Klimt est très attentif aux courants anglais et français, sans doute aussi bruxellois. Vous savez que la Belgique est au début du siècle un lieu de rencontre interculturelle particulièrement important pour les Viennois. Le palais Stockley à Bruxelles en témoigne, construit par Joseph Hoffmann et rassemblant en particulier quelques œuvres marquantes de Gustav Klimt. Mais la littérature de la jeune Vienne ne serait pas ce qu'elle est sans les réminiscences françaises de Rimbaud, Baudelaire, jusqu'aux naturalistes et aux décadents. Baudelaire et Zweig, Stefan Zweig, qui est de 7 ans son cadet, ont étudié la littérature française à l'université. Ce sont plus que des connaisseurs de la littérature française, ce sont de véritables experts. Les auteurs viennois des années 90 et 1900 vivent à l'heure de Paris et de Londres autant, et je dirais presque plus, qu'à celle de Berlin et de Munich. Et c'est pourquoi certains décalages qui sont ressentis par les contemporains comme des manques, mais qui sont aujourd'hui pour nous une richesse de la modernité viennoise, apparaissent. Par exemple, le fait que le moment naturaliste est pratiquement absent de cette époque viennoise, alors que le naturalisme de Zola et des Goncourt, malgré le décalage chronologique, trouve une postérité triomphante à Berlin avec le naturalisme, par exemple, de Gerhard Hauptmann. Si vous voulez, par le fait que les Viennois sont beaucoup plus branchés sur l'avant-garde de la modernité parisienne et londonienne, pour eux, le naturalisme est déjà une sorte de chose passée. Et ils sont, pour ainsi dire, en avance sur Berlin de ce point de vue-là, alors que les contemporains les considèrent comme ayant manqué le mouvement naturaliste. Donc vous voyez, cette modernité viennoise est à la fois retardataire, conservatrice par certains aspects, et puis par d'autres aspects, elle est à la pointe de l'avant-garde. Mais cette ouverture internationale, elle caractérise aussi de manière éminente Freud. Tout le monde sait que Freud ne serait pas devenu ce qu'il est sans ses séjours formateurs à Nancy et à Paris, sans l'école de Bernheim et l'école de Charcot. Et on sait que Freud était un esprit extrêmement cosmopolite, parlant convenablement et lisant parfaitement
français, anglais, italien, et prenant en compte dans tous ces travaux les recherches les plus actuelles venues de Paris, de Londres ou d'Italie. Alors, avant de passer à d'autres aspects de la modernité viennoise, je voudrais revenir un peu sur la définition même de modernité qui s'inscrit dans le champ sémantique du moderne entre les termes de modernisation et de modernisme. En effet, ce qui est le facteur déterminant de notre monde moderne depuis les révolutions industrielles du XVIIIe siècle, ce sont les mutations économiques, sociales, l'évolution des techniques de production et de communication qui produisent des effets massifs de modernisation. On peut dire que dans l'ordre des représentations artistiques et intellectuelles, le modernisme est le point de vue qui correspond à l'approbation du progrès et le manifeste futuriste de Marinetti en février 1909 est la pointe, le fer de lance exacerbé qui aujourd'hui nous apparaît comme à la limite du grotesque aussi, de ce modernisme quand il s'exclame dans son manifeste de février 1909, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille est plus belle que la victoire de Samothrace. Donc ça, c'est la position moderniste extrême que refusent les modernes viennois qui sont plutôt inscrits dans la position de la modernité introduite et définie par Baudelaire dans son célèbre essai sur le peintre de la vie moderne, Constantin Guis, qui analyse la modernisation du monde et de la société comme un processus de crise et de décadence, comme un processus d'érosion et de dégradation, tout en étant sensible aux formes nouvelles de la beauté moderne, et qui déclare dans la formule célèbre et classique: la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. En somme, cette modernité que je vois porter à sa perfection dans la modernité viennoise est une modernité critique qui porte sur la transformation du monde un regard aussi bien anti-moderne que postmoderne. Dans les années 80 et 90, le terme de postmoderne était très à la mode. 1980 et 90, le terme de postmoderne était à la mode. On en parlait souvent. Et j'ai moi-même suggéré l'application de cette notion de postmodernité à la modernité viennoise. Aujourd'hui, on s'est un peu dépris de cette terminologie de la postmodernité. En revanche, en particulier sous l'impulsion du livre d'Antoine Compagnon sur les antimodernes, on parle plus volontiers d'antimoderne. Et pour ceux qui travaillent sur Karl Kraus, par exemple, nous avons un cas tout à fait caractéristique d'un intellectuel et d'un artiste de la langue allemande qui s'inscrit dans la constellation moderne viennoise, mais dans une position anti-moderne. Car
je reviens à cette crise moderne à Vienne. Il faut voir que le contexte dans lequel émerge la modernité viennoise est un contexte de crise. D'abord parce que le bilan politique des libéraux est extrêmement négatif. Leur effondrement a laissé à Vienne le terrain libre à trois blocs inconciliables, les sociodémocrates, les chrétiens sociaux et les nationalistes allemands. Or, ces deux derniers ont pour point commun l'antisémitisme, l'antislavisme et, je dirais, de manière plus générale, une sorte d'anti-intellectualisme et d'anti-modernisme. Beaucoup d'intellectuels viennois sont entraînés par le mouvement social-démocrate. Le plus virulent des antimodernes, Karl Kraus, quand il lance au printemps 1899 sa fameuse revue Die Fackel, est plus proche des sociodémocrates que par la suite. Il est en tout cas très profondément antilibéral. Antilibéral au sens où il s'oppose aux libéraux viennois qui se sont compromis avec le capitalisme spéculatif de la banque et de la bourse et que Karl Kraus considère comme les premiers responsables de leur débâcle politique. Ces libéraux affairistes dont il voit le pouvoir corrupteur à l'œuvre dans les journaux à grand tirage qui se prétendent de haut niveau, mais que Karl Kraus accuse de manipuler l'opinion, de promouvoir une mauvaise littérature industrielle tout en ignorant les bons livres et de soutenir une industrie du spectacle au détriment du théâtre authentique. En somme, pour Karl Kraus, qui est, si j'ose dire, un libéral, mais un libéral façon Vormärz, façon de l'époque de Nestroy, un libéral opposé, un libéral 48 heures, Karl Kraus déteste le libéralisme des années 70 et 80 et la conquête des libéraux à Vienne, la liberté de la presse qui a été conquise pendant les années 1860, a pour lui été défigurée par ce libéralisme capitaliste. Il considère que la liberté de la presse n'a fait que libérer l'industrie de la presse, mais qu'elle n'a pas du tout été une libération pour la culture, la littérature, l'éducation populaire. Freud, lui aussi, est un ancien fidèle du libéralisme classique qui a été profondément déstabilisé et déçu par la ruine du libéralisme contemporain. Mais pour lui, il n'est pas question de se révolter contre ce libéralisme. Il appartient d'une part à une génération qui précède celle de Karl Kraus, qui n'a pas cet impétus oedipien contre la société bourgeoise libérale. Et d'autre part, il appartient à une famille d'immigration modeste, de petite bourgeoisie, de parents originaires de Galicie et de territoires de l'Est de la monarchie, arrivé à Vienne en 1860, installé d'abord dans le quartier populaire de la Léopoldstadt. Ce n'est pas du tout la sphère sociale de la bourgeoisie libérale, mais ce n'est pas non plus une préparation à la révolte contre la culture libérale. Simplement, Freud est à la recherche de nouveaux moyens intellectuels pour tenir tête, par exemple, à l'antisémitisme, aux nouveaux courants
nationaliste et populiste. Et c'est ici que Karl Schorske, dans son magnifique Vienne fin de siècle, a donné une interprétation classique qui fait toujours autorité parmi les historiens de la psychanalyse, à savoir que le défi freudien sera cette tâche intellectuelle de neutralisation de la politique qu'il réduira à des catégories psychologiques. Dans une société dominée par les nouveaux mouvements antilibéraux, Freud met au jour une force plus puissante que toute politique, l'inconscient. L'élaboration d'une nouvelle méthode de culture-analyse critique permet à Freud, je dirais comme médecin de la culture contemporaine en crise, de soumettre le lien social et les catégories politiques à de nouvelles catégories d'analyse qui seront les catégories psychanalytiques. Ce qui est impressionnant, c'est de songer que la publication, l'élaboration et la publication de l'interprétation des rêves qui porte la date 1899 et qui est mise en librairie en 1900, en janvier 1900, s'inscrit et est immédiatement contemporaine de la grande victoire électorale de Karl Lueger, le leader chrétien social populiste et antisémite, qui l'emporte à Vienne en 1895 et qui devient maire de Vienne en avril 1897 après une sorte de baroud d'honneur de François-Joseph Ier qui a essayé de le contenir autant que l'autorité impériale le pouvait, mais qui finit par s'incliner et par investir Lueger, que bien entendu l'empereur déteste, qu'il considère comme le pire qui soit en matière de vulgarité, de populisme et d'antisémitisme, qu'il considère comme une grave menace pour la cohésion de la culture politique de la monarchie habsbourgeoise, qui est fondée sur l'intégration des nationalités et en particulier sur l'intégration des Juifs et non pas sur les clivages nationalistes et racistes. Et donc, le dernier refuge du libéralisme à l'époque de la modernité viennoise, c'est désormais la haute administration impériale, une sorte de technocratie de plus en plus coupée des réalités politiques et sociales autrichiennes. Donc vous voyez comment la modernité viennoise est une réflexion critique et je dirais pessimiste sur la dégradation de la culture politique. L'autre élément de modernisation qui a bouleversé la métropole viennoise et qui a elle aussi, l'autre élément qui a accentué ce sentiment profond de crise et en particulier de crise d'identité, c'est la croissance démographique spectaculaire qui a fait de Vienne une des plus grandes villes d'Europe centrale. Entre 1857 et 1910, l'agglomération viennoise a changé de taille, d'une part à la faveur d'une réforme territoriale qui a incorporé les communes périphériques dans le Grand Vienne en 1890, mais surtout par une vague d'immigration qui a fait passer la population totale de moins de 500 000 en 1857 à plus de 2 millions en 1910. Cette croissance démographique constitue, avec la croissance économique et la crise économique qui a résulté de la cassure de cette croissance en 1873, le facteur principal de la modernisation sociale et culturelle de la capitale.
Il en a résulté une grande pluralité culturelle et linguistique. Les statistiques démographiques de l'ancienne Autriche, qui prennent en compte l'origine démographique de la population immigrée province par province, mais qui ne recensent pas les Juifs, puisque les Juifs ne sont connus de la démographie autrichienne qu'en tant que confession, mais pas en tant que peuple. Et donc, on voit que dans ce bilan démographique, en 1910, 23% de la population viennoise est tchèque, soit un peu moins de 500 000 habitants sur l'ensemble, et que les groupes hongrois, slovaques, serbes, croates, roumains, même s'ils sont beaucoup moins importants, constituent aussi une présence culturelle et linguistique très significative qui se remarque par des regroupements de quartiers, par des restaurants, des mœurs alimentaires, vestimentaires particulières. Alors, pour revenir à cette statistique du groupe juif viennois, c'est une création de la démographie historique des historiens de la deuxième moitié du XXe siècle. Et ce travail patient des historiens du XXe siècle, qui est aussi considéré par eux-mêmes comme une contribution au travail de mémoire qui se doit envers cette composante du peuple viennois qui a été, comme vous le savez, détruit à l'époque du Troisième Reich. Ce travail de mémoire a toujours posé un problème fondamental, et c'est Ernst Gombrich qui a posé la question de manière extrêmement provocatrice. Ernst Gombrich, le fameux historien de l'art, il disait qu'il n'aimait pas, lui, qui pourtant avait quitté Vienne pour cette raison même, il n'aimait pas qu'on applique à la liste des créateurs juifs de la modernité viennoise des critères permettant de leur réattribuer une identité juive qu'eux-mêmes avaient vécue sans doute de manière beaucoup moins accentuée. Et il disait avec une véhémence provocatrice que ce catalogue des juifs viennois consistait à appliquer, disait-il, c'est pas moi qui parle, à une période antérieure à 1938, les critères de la Gestapo. Et il soulignait avec beaucoup de pertinence que ces juifs viennois assimilés de vieilles souches à Vienne avaient en réalité beaucoup plus de traits communs avec leurs concitoyens non juifs qu'avec les nouveaux arrivants juifs de l'Est. Il reste que les historiens démographes de la deuxième moitié du XXe siècle ont établi que la population juive de Vienne avait été multipliée par 28 dans la période considérée 1857-1910, passant de plus de 6200, un peu plus de 6200 en 1857, 1,3% de la population, à plus de 175 000 en 1910, 8,6%. À cette croissance démographique spectaculaire du groupe juif qui fait de Vienne, à la Belle Époque, une sorte de
Jérusalem de la diaspora européenne, s'ajoute un autre fait d'une importance considérable, c'est le fait que la deuxième vague d'immigration juive à Vienne a été celle des immigrés juifs de l'Est, Ostjuden, des provinces orientales de la monarchie, de la Galicie en particulier, mais aussi des confins russes quelque peu poreux à la frontière entre la monarchie habsbourgeoise et l'Empire russe. Et donc, ce choc des cultures entre Ostjuden et juifs viennois intégrés de longue date a été très fort. Elle a déstabilisé en réalité, je dirais, à l'intérieur même du groupe juif viennois, le sentiment d'identité de beaucoup de Viennois, et elle a confronté ces Viennois à une autre identité juive qui leur était en réalité foncièrement étrangère, pour ne pas dire totalement exotique. Alors, pour ce groupe viennois de l'époque de la modernité viennoise, tout passe par l'intégration grâce aux institutions éducatives et universitaires, moteur par excellence de l'ascension sociale. En 1890, on estime que 48% des étudiants de la faculté de médecine de Vienne sont de familles juives. Durant la décennie 1885-95, la statistique des professions libérales indique que 42% des avocats, des médecins viennois étaient juifs. On passe même à 63% pour la période 1890-1910. Si je fais ce tableau démographique qui peut apparaître un peu aride pour une conférence d'histoire intellectuelle et culturelle, c'est pour faire bien comprendre pourquoi la modernité viennoise nous apparaît aujourd'hui comme ayant été, pour sa part essentielle, pour sa part la plus substantielle, l'œuvre d'artistes, je songe en particulier aux musiciens, d'auteurs, de théoriciens et de scientifiques juifs. Si l'on ajoute le fait que non seulement les créateurs, mais aussi le public était le public des théâtres, le public des concerts, le public des librairies, les lecteurs de journaux étaient à cette époque en grande partie issus de ce milieu des Juifs assimilés à la culture allemande, ouverts aux avant-gardes, aux débats d'idées, ayant suivi un parcours éducatif et universitaire de haut niveau, on comprend pourquoi la modernité viennoise a pu éclore dans ce contexte d'excellence qui était en réalité d'un niveau exceptionnel. Mais le revers de cette médaille est que en Allemagne, comme dans la plupart des sociétés européennes de la même époque, les Juifs ont été considérés par leurs concitoyens non juifs comme les agents de la modernisation économique et culturelle. Et cela peut être plus encore à Vienne que dans d'autres régions de culture allemande, dans la mesure où à Vienne, le type humain
façonné par l'éthique protestante selon Max Weber, que Max Weber considère comme indissociable de l'esprit du capitalisme. Ce type, donc, qui a marqué le monde helvétique, allemand, mais aussi le monde allemand lui-même, ce type humain de l'éthique protestante qui serait l'esprit du capitalisme selon Max Weber, est pratiquement absent à Vienne. Et donc, vous avez à Vienne une prégnance encore plus forte que dans d'autres contextes européens et allemands de la même époque, entre le stéréotype du juif capitaliste et les traditions anticapitalistes du catholicisme social ancré dans le terreau viennois. Durant les années 80, se propage à Vienne un antisémitisme de masse qui devient un véritable code culturel. L'installation de Karl Lueger à la mairie de Vienne en 1897 fait de la capitale de l'Autriche-Hongrie la métropole européenne la plus scandaleuse, puisque c'est la seule qui soit gouvernée par un parti ouvertement antisémite. Le nationalisme, le populisme, l'antisémitisme, l'antislavisme ont un point commun, c'est le rejet de la pluralité multiculturelle, c'est le rejet du moderne, c'est en particulier le rejet de la modernité viennoise elle-même. Et vous avez donc ce paradoxe terrible qui nous annonce les grandes catastrophes de 1938 et des années suivantes, à savoir que Vienne a été à la fois le terrain d'éclosion d'une des modernités, d'une des constellations modernes les plus brillantes d'Europe, et en même temps le terrain où cette modernité a été le plus directement, le plus physiquement menacée dans toute l'Europe. Donc, je terminerai ce tableau de la modernité viennoise et vous comprendrez pourquoi j'ai placé à la fin de mon exposé cet autre aspect de la modernité viennoise que je n'ai pas abordé, c'est sa contribution au renouvellement de la pensée politique contemporaine. Et je n'insisterai que sur un point, c'est que Vienne, et l'on comprend pourquoi après tout ce que je viens de dire, est la capitale du sionisme du début du siècle, dans sa variante du sionisme culturel de Nathan Birnbaum et dans sa variante du sionisme politique de Theodor Herzl, qui oppose à ce modèle judéo-viennois en crise donc du fait que le modèle libéral est complètement en déroute et complètement corrompu par je dirais, son dévoiement capitaliste spéculatif, et que d'autre part, ce modèle d'assimilation est gravement mis en cause par un des antisémitismes les plus féroces de l'époque. Mais en même temps, et c'est cela qui est peut-être aussi profondément émouvant, ce sionisme culturel de Nathan Birnbaum et de Theodor Herzl porte une sorte de marque de fabrique viennoise à son berceau,
car toutes les nationalités de l'Europe centrale habsbourgeoise affirment à la même époque leur identité culturelle et linguistique, qui est la seule forme d'autonomie qui leur est concédée dans l'Empire libéral. Toutes revendiquent un territoire qui pour beaucoup est un territoire imaginaire, un territoire plus ou moins mythologique, un territoire à reconquérir, à retrouver, à redessiner. Toutes ces nationalités aspirent à la création d'un État-nation souverain, mais qui s'inscrit dans un horizon utopique. Vous savez que pratiquement jusqu'à 1917 et 1918, la plupart de ces nationalités n'ont pas cru à la possibilité de la création de cet État-nation souverain. Ainsi, les sionistes viennois, dans leur variante culturelle, revenant à l'idéal d'une renaissance culturelle juive, et dans leur variante politique de recherche d'un territoire et d'un État-nation souverain, le sionisme culturel et le sionisme politique étaient dans la racine même de leur projet similaire aux nationalités de l'Empire habsbourgeois. Donc je terminerai ici mon tour d'horizon. Vous avez vu que malgré mon effort pour être aussi englobant et synthétique que possible, j'ai laissé de côté beaucoup de choses, j'ai survolé beaucoup d'aspects très complexes. Vous me reprocherez certainement quelques lacunes. C'était sans doute inévitable. Et j'espère que grâce à Guy Archer et grâce à vos questions, nous pourrons maintenant combler ces lacunes et élargir encore notre horizon. Merci beaucoup pour cet exposé très riche. Je vais commencer par la fin, par vous poser une question ou vous demander un approfondissement sur ce que vous avez dit à la fin, c'est-à-dire sur la situation des Juifs à Vienne. C'est intéressant, vos statistiques ont pu paraître, vous l'avez dit vous-même, un petit peu arides. En même temps, elles disent quand même beaucoup. Elles disent beaucoup quant à la proportion de Juifs intégrés, assimilés dans les professions qui sont les professions élevées de l'élite. Hein. Et d'autre part, l'argument weberien qui consiste à dire que, effectivement, Weber voit dans l'esprit du capitalisme un esprit lié au protestantisme des puritains, et donc qui a diffusé dans les pays protestants, les Juifs aussi, mais à Vienne, eh bien, dans la mesure où, effectivement, c'est une ville où c'est un État, l'État des Habsbourg catholiques, bon, ben, les Juifs sont un petit peu seuls ou un peu visibles, sans doute, dans cette entreprise-là. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'il y a un certain nombre de Juifs, d'intellectuels juifs dont vous parlez, dont vous traitez dans plusieurs de vos livres, et qui ont des positions dont il faudrait que vous puissiez les clarifier parce qu'elles sont quand même parfois formidablement ambiguës et problématiques. J'ai déjà cité votre premier livre sur Otto Weininger. Otto Weininger était juif. Il écrit Sexe et caractère et juste avant de se suicider. Et au fond, ce livre Sexe et caractère considère la femme et le juif ou la féminité et la judéité comme les plus grands dangers pour l'homme, pour le créateur, pour le génie. Alors c'est peut-être un cas de haine de soi, mais ça va quand même sans doute plus loin. De la même manière, vous avez parlé tout à l'heure de Karl Kraus, ce écrivain qui crée la revue Die Fackel, la torche ou le flambeau, à la fin du 19e siècle et jusque dans les années 30, et qui a un public vraiment de gens qui le suivent, et qui lui est juif aussi,
et qui a un rapport au judaïsme qui est formidablement ambigu, puisqu'il a un rapport quand même très distant au Dreyfusard pendant l'affaire Dreyfus. Il attaque effectivement un peu dans le style de ce qu'on voit parfois aujourd'hui, c'est-à-dire le système des médias liés au capitalisme international, financier, juif, il le dit lui-même, reprenant parfois des arguments des antisémites. Donc il a un rapport à ça qui est très complexe aussi. Et le dernier, je dirais, c'est Stefan Zweig, qui lui n'a pas un rapport ambigu, parce que lui, il est passionniste, parce qu'il est cosmopolite, il est européen, et en même temps, vous dites, je l'ai lu, je pense, dans votre livre sur les Juifs de Vienne à la Belle Époque, vous dites que pendant la Première Guerre mondiale, il a participé d'une certaine façon à la propagande nationaliste dans une commission où il y avait aussi Rilke et peut-être même Hofmannsthal. Donc ce qui rend le personnage de Zweig peut-être un petit peu plus complexe. Romain Rolland lui a dit que lui, restant pacifiste, était peut-être plus cohérent que lui. Donc il y a chaque fois des éléments qui sont des éléments assez problématiques. J'ai pris Weininger, Krauss et Zweig. Zweig, c'est plus marginal, la critique. Oui, ce sont des cas extrêmement pénibles que vous évoquez. Le cas d'Otto Weininger est un cas de pathologie culturelle, je dirais. C'est le problème de l'intériorisation d'un juif hyper assimilé, totalement assimilé, ayant intériorisé sans aucune réserve mentale ni psychologique toutes les valeurs et tous les repères de la culture allemande de Kant à Wagner. Et Wagner est son dieu. Dans sa vie très courte, Otto Weininger aura eu le temps de faire un pèlerinage à Bayreuth et de se délecter d'un Parsifal. Et nous avons là le cas, hélas, typique, pas dans son extrémisme autodestructeur, mais je dirais dans ses dispositions d'une minorité, sinon persécutée en tout cas, déstabilisée, insécurisée par le racisme environnant, en l'occurrence l'antisémitisme, qui, par hyper-assimilation, finit par intérioriser l'image négative qu'on projette sur elle et qui prétend, par un effort insensé et désespéré, répondre à l'antisémitisme en s'affirmant comme cette créature paradoxale qui serait le juif non-juif. Alors, le problème est complexe car il y a en réalité l'apparition d'un nouveau champ sémantique du juif à cette époque. En effet, au fond, ce qui caractérise, je dirais, la naïveté initiale du parcours pathologique d'Otto Weininger, c'est cette naïveté ancienne qui veut que quand on est converti, qu'on n'a aucun lien avec le groupe confessionnel juif, on n'est plus juif. Voilà.
Et au fond, c'est un point de vue extrêmement légitime et un des méfaits les plus irréparables et les plus profonds de l'antisémitisme au XXe siècle aura été d'avoir infusé dans nos sociétés occidentales cette nouvelle définition du juif. Je voudrais rappeler qu'il y avait encore dans la France profonde, rurale, à l'époque de l'occupation allemande, des régions où l'on ne savait même pas ce que c'était qu'un juif et où il fallait qu'on explique aux gens pourquoi ils voyaient arriver des familles, des enfants qui fuyaient. Mais pourquoi? Eh bien, c'est le désastre légué par le XXe siècle de nous avoir définitivement encombrés de cette définition envahissante du juif qui fait qu'on est juif aux yeux des antisémites alors que subjectivement la personne concernée ne se vit pas comme juive. Et c'est le drame existentiel de Weininger, de vivre dans une société qui interdit désormais à quelqu'un qui n'est juif que selon la définition que fustigeait Gombrich, c'est-à-dire celle des lois de Nuremberg, on lui interdit sa liberté de choix personnel. Et donc, on le réduit à cet acte autodestructeur qui consiste à s'imposer une sorte de correction qui serait dans l'ordre de l'affrontement entre juifs et non-juifs, quelque chose comme un changement d'identité dans la sexualité. Et d'ailleurs, c'est pour cela que chez Weininger, le texte reste extraordinairement fascinant parce qu'il a mis en place ce triangle de la sexualité bisexuelle, du juif et du masculin qui est en même temps le non-juif. Donc ce triangle qui met en relation très étroite l'identité sexuelle dont aujourd'hui on admet que c'est quelque chose de construit par la culture, pas un donné biologique, et cette identité juive qu'au fond il aimerait, sa postulation intellectuelle, c'est de concevoir l'identité juive sur le même modèle que l'identité sexuelle, c'est-à-dire comme une construction culturelle. Mais il vit dans une société, dans un système culturel qui rend cette approche impossible, qui n'accorde plus aucune importance à la définition religieuse et confessionnelle du juif, aucune importance. On peut se convertir, on peut être orthodoxe ou libéral, peu importe, l'antisémite ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse à
une identité juive inscrite dans le sang et le corps, dans le soma de l'individu, et ayant aussi des conséquences psychosomatiques, puisqu'il y aurait une âme juive, un psychisme juif. Et donc, face à cette extraordinaire difficulté insurmontable, il ne reste à une personnalité fragile comme Otto Weininger, qui cumule à cette époque crise d'une adolescence attardée, crise donc d'un hyper-intellectuel qui n'a pas pris le temps de vivre. Il faut quand même imaginer qu'Otto Weininger est mort par suicide à 23 ans dans un état d'épuisement intellectuel complet après avoir produit en si peu d'années une masse extraordinaire de travaux intellectuels qui prouvent que son existence a été une existence entièrement vouée à une espèce d'exaltation intellectuelle et philosophique et scientifique, et qu'il n'a pas vécu réellement. Donc, je vois en Weininger une sorte de victime de toutes les pathologies du corps social viennois de son époque. Il a intériorisé le poison de l'antisémitisme. Il n'a pas su faire face à l'antisémitisme. Il a intériorisé cette image négative du juif qu'il a transformé en dépréciation de lui-même et en besoin d'en finir avec lui-même. Et là, on voit à quel point, en dehors même de toute autre considération, bien entendu, l'antisémitisme, avant même de devenir persécutoire, est déjà destructeur, est déjà terrible. Comment le simple pouvoir des représentations et je dirais des ostracismes symboliques peut avoir des effets destructeurs terribles sur des personnalités sensibles et vulnérables, comme l'était certainement Otto Weininger. Est-ce que vous diriez ça de Karl Kraus? Karl Kraus s'est construit un système de défense qui est comparable à un système de défense immunitaire, qui fait que Karl Kraus n'est pas, lui, mu par la haine de soi, mais par l'amour de soi. Karl Kraus est un narcissique absolu. Mais c'est un narcissique qui, comme tous les narcissiques, vous savez, les narcissiques ne sont pas plus heureux que les autres. Les narcissiques sont aussi très souvent dépressifs et très souvent anxieux face à eux-mêmes. Il y a chez Karl Kraus des moments où visiblement il a besoin de mettre loin de lui certains éléments qui viennent
par exemple, de son identité juive. Il faut quand même savoir que Jacob Krauss, issu de Jičín en Bohême tchèque, est marié à une notable de grande famille juive à Jičín, une de ces grandes familles juives qui a son siège numéroté à la synagogue, qui est là depuis plusieurs générations. Jacob Krauss, lui, est d'un milieu beaucoup moins bourgeois établi que la mère de Karl Krauss. Et il reste que la famille, les parents de Karl Krauss sont des juifs pratiquants. Le père de Jacob Krauss est connu pour avoir été un membre très généreux de la Israelitische Kultusgemeinschaft à Vienne, connu pour avoir prodigué ses dons en argent et en nature à la communauté juive de Vienne. Et même si l'on n'était pas du tout orthodoxe et strict en matière de vie juive au domicile des Krauss, on était tout de même aussi régulièrement que possible à la synagogue. Donc, il y a chez Karl Krauss, dans ses propos anti-juif, aussi un élément de culpabilité, un élément oedipien. Mais ce qui permet à Karl Krauss de s'en sortir indemne, à la différence d'Otto Weininger, que d'ailleurs Karl Krauss appréciait beaucoup, et c'est à Karl Krauss qu'Otto Weininger doit d'être devenu une des figures les plus célèbres de la modernité viennoise, parce que Karl Krauss lui a édifié une sorte de piédestal dans Die Fackel. Ce qui fait la force de Karl Krauss, c'est qu'il a réussi depuis son enfance à se construire une sorte de mécanisme de défense psychique extrêmement efficace contre le monde environnant. Il faut savoir que Karl Krauss est à l'origine un enfant malade et souffreteux qui souffre d'une grave déformation de la colonne vertébrale et qui a été considéré comme un Sorgenkind dans sa famille. Et qu'il a subi d'autre part un deuil qui a été pour lui épouvantable. Il a perdu sa mère qu'il avait couvée, dont il était très proche, avec qui il avait un lien symbiotique très étroit, dans sa première adolescence. Il était encore collégien lorsqu'il l'a perdu, et ça a été pour lui un deuil atroce. Et donc, il y a chez Karl Krauss la construction d'une sorte d'agressivité contre le monde environnant qui va le protéger et qui fait qu'il a réussi à se construire, à se reconstruire après ces épreuves de son adolescence, comme une sorte... Je paraphraserai ici, tiens, le micro a changé de sonorité, je paraphraserai ici l'expression de Bettelheim, forteresse assiégée, n'est-ce pas? Il s'est construit comme une sorte de forteresse assiégée. Forteresse vide. Oui, alors là, c'est plutôt une forteresse assiégée, mais qui n'est pas vide,
car derrière les créneaux de la forteresse de Karl Kraus, il y a quelqu'un qui attaque en permanence. Il attaque. C'est quelqu'un qui attaque tout. Et c'est ce qui lui permet de sauver son équilibre, car au lieu, comme Weininger, de retourner contre lui-même l'agressivité répandue dans la société, il la retourne contre cette même société, ce qui lui permet, par une sorte de mimétisme que Walter Benjamin a analysé de manière très subtile, parce que je pense que Walter Benjamin, lui aussi, a été très surpris et peut-être, au fond, un peu dégoûté par ces positions de Karl Kraus sur la question juive. Il explique très bien que ce qui fait la force de Karl Kraus, c'est ce double mouvement d'intériorisation et d'extériorisation de l'agressivité contenue dans les discours sociaux. Évidemment, Karl Kraus n'est pas un homme politique, il n'agit pas sur les rapports sociaux, il n'intervient pas dans les conflits de la cité, mais il travaille les discours sociaux. Et il est comme une sorte, la Fakel fonctionne comme une sorte de station de décontamination des discours sociaux. Il intériorise, allant parfois jusqu'à absorber des doses très fortes de poison antisémite, par exemple, et puis il le recrache ensuite. Ce qui fait qu'il y a chez lui cette prodigieuse agressivité qui, par bonheur pour lui et pour ses lecteurs, car il y a tout de même un côté génial et extrêmement stimulant du corpus krausien. Il n'y a pas seulement ces aspects embarrassants et compliqués. Ce qui fait sa force, c'est justement cette capacité qu'il a eue d'absorber, de drainer les venins, les poisons, les violences, les mensonges, les impostures, et de les recracher en les extériorisant, c'est-à-dire aussi en les dénommant, en les verbalisant. Et c'est cela qui fait de Karl Kraus un phénomène prodigieux qui a développé au fil des années une forme de critique sociale et intellectuelle et idéologique des discours sociaux qui est absolument unique en son genre, en réalité, dans la littérature allemande, et qui n'a pas trouvé non plus de continuation, car dire que Karl Kraus est un critique des médias n'épuise pas du tout la question. Karl Kraus n'est pas du tout un critique des médias au sens où il voudrait corriger les défauts de la presse pour l'améliorer. Non, ce n'est pas du tout ça son propos. Lui, c'est un rejet en bloc. Il condamne les médias. Alors, évidemment, c'est extrêmement affligeant par moments de voir qu'il ne peut pas parler de journalistes sans rappeler qu'il s'agit de journalistes juifs, qu'il ne peut pas parler de patrons de presse comme Bénédicte sans rappeler que Bénédicte est juif, etc.
Mais pourquoi reprocher à Karl Kraus ce qu'il faudrait reprocher à la société de Karl Kraus? Car la société voyait les journalistes et voyait les patrons de presse de cette manière-là. Et donc, le génie de Karl Kraus a été d'être une sorte, comment dire, vous savez que comme dans ces tableaux du Moyen-Âge de Grunewald, où le Christ est un corps persécuté, sanguinolent, complètement violenté, eh bien, on peut dire que le corps krausien, et en particulier le corps juif krausien, est un corps violenté par sa société, mais qui, et c'est le sens qu'on peut donner à ce qui, à première vue, n'est que la manifestation d'une forme désagréable d'antisémitisme juif, il a cette capacité unique en son genre à intérioriser et à rejeter en l'exposant en grosses lettres les pathologies du corps social qui l'entoure. Alors, je ne suis pas ici pour plaider la cause de Karl Kraus, j'ai simplement... Non, je disais simplement, je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu plus vite parce que le temps passe. C'est vous qui... Et je pense que, bien entendu, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a déjà parlé de choses très importantes, d'abord dans votre exposé, puis Kraus et Weininger. J'ai une toute petite question, puis je donnerai brièvement la parole à la salle. Deux auteurs qui sont centraux pour vous dans la modernité viennoise et dont on n'a pas parlé, je vous demanderai peut-être d'en parler peut-être rapidement. C'est d'une part Fritz Mautner, qui est le fameux sceptique linguistique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez fait une énorme biographie, vous avez traduit un de ses textes, donc c'est important pour vous. Et puis peut-être aussi un petit mot dans la même perspective du texte très intéressant sur lequel vous avez écrit aussi, de Hofmannsthal, qui est la lettre de Lord Chandos. Donc c'est un personnage fictionnel qui, au début du XVIIe siècle, s'adresse à Francis Bacon, le fondateur de la philosophie des sciences modernes, donc de la domination du monde, et qui, quelque part, perd absolument toute maîtrise, tout contrôle du langage. Donc il y a une crise du langage comme instrument d'approche du monde qui est très très centrale chez les deux, et c'est quand même assez caractéristique de cette modernité viennoise inquiète. Absolument. D'ailleurs, Hofmannsthal et Mautner ont été en relation au moment de la publication de la lettre à Lord Chandos, Mautner s'est tourné vers Hofmannsthal en lui disant « Mais écoutez, je me reconnais dans votre lettre, c'est formidable, vous m'avez lu, c'est certain, rencontrons-nous, c'est formidable. » Hofmannsthal, qui avait cette anxiété de l'influence dont parlait Bloom, n'est-ce pas, et qui détestait qu'on le présente comme influencé par quelqu'un, refusait cette allégeance, mais il reste que Hofmannsthal avait lu, en tout cas avait acheté en librairie le premier tome des contributions à une critique du langage de Mautner et qu'il le connaissait. Alors, si vous voulez, nous sommes dans un double contexte d'histoire intellectuelle et d'une sociologie très particulière, et à mon avis, les deux éléments entrent en ligne de compte. Il y a d'une part
cette tradition spéculative, philosophique, analytique, qui est inscrite dans la tradition autrichienne. Je vous rappelle que Mautner a fait sa scolarité universitaire à l'université allemande de Prague, qui est elle aussi dominée par cette école typiquement autrichienne, et en particulier par celle de Bolzano. Et il y a d'autre part donc cette attention portée à la logique et à la critique du langage, qui n'est pas une critique sceptique comme chez Mautner, mais une critique au service de la logique et de l'heuristique scientifique. Et ça, c'est donc la tradition, je dirais, philosophique commune, cet anti-idéalisme qui place dans le mot la source, dans les mots, dans les concepts, la première forme de la pensée, et qui fait du langage, au fond, dans une tradition assez humboldtienne aussi, la forme première de la pensée. Donc, parler, penser. Remarquez d'ailleurs que par ce biais de la tradition autrichienne, la modernité viennoise est aussi une modernité très nietzschéenne, puisque chez Nietzsche, il y a aussi cet élément de critique du langage, de Sprachkritik, qui est très développé. Oui, que ce sont des métaphores endormies ou oubliées. Hein, voilà, les métaphores endormies dans le mensonge et vérité à l'époque de la tragédie grecque. Et puis, il y a un autre élément sociologique, c'est la pluralité linguistique et le fait qu'à Vienne, plus qu'ailleurs, il n'y a pas de confiance possible dans la communication linguistique à cause de cette pluralité linguistique, à cause du fait que la langue de l'autre est, je ne dirais pas toujours, mais souvent une langue étrangère. Et donc cette idée que la langue est une communication mensongère et que c'est en même temps une fourbe magicienne qui vous fait entrer dans la tête des idées qui sont en fait les idées des mots que vous prononcez, pas les idées que votre rationalité a formées. Cette double approche conduit Mautner à ce qu'on appelle le scepticisme linguistique. C'est-à-dire que pour lui, rejoignant les mystiques du genre de Maître Eckhart, Dieu est ineffable, la vérité est indicible, et ce qui passe par les mots est immédiatement suspect de mensonge. Et inversement, les mots nous construisent une sorte de caverne platonicienne où
qui ne nous coupe pas des idées, mais de la réalité. Il y a d'un côté la réalité, il y a d'autre part le monde construit par notre langage. Donc là, vous voyez le point commun avec Wittgenstein, les limites de mon monde sont les limites de mon langage. Seulement, Wittgenstein dit dans le Tractatus, ma critique du langage n'est pas la même que celle de Mautner. Parce que Wittgenstein, lui, reste fidèle à cette tradition logique et épistémologique autrichienne qui fait que, ou scientifique, rationaliste, leibnizienne, mais disons que c'est l'Autriche qui a porté ce flambeau, tandis que l'Allemagne le laissait s'éteindre. Chez Wittgenstein, donc, la critique du langage est, en tout cas chez le premier Wittgenstein, toujours au service de la logique et de la recherche de la vérité. Alors qu'il n'y a pas trace de scepticisme chez Wittgenstein, ou en tout cas il y a résistance et réfutation du scepticisme. Le deuxième Wittgenstein, c'est un peu différent, mais enfin, ça nous éloigne aussi de Hofmannsthal. Alors, le point commun à tout cela, c'est que chez Hofmannsthal, il y a aussi au départ cette critique du langage, cette critique des mots qui ne sont plus en adéquation avec les choses et qui, chez Hofmannsthal, prennent une autre tournure que chez Mautner ou chez Wittgenstein. Là, il ne s'agit pas d'une préoccupation logique, épistémologique, il s'agit d'une préoccupation poétique. Donc, c'est cette idée que les mots se sont saturés à un tel point de rhétorique qu'il faut revenir au commandement malarméen de donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Et donc, on peut dire que Lord Chandos vit une crise de langage qui ressemble à la crise de vers de Mallarmé, mais qui est la recherche de ce que, à la fin de la lettre de Lord Chandos, Hofmannsthal exprime avec une citation cachée de Baudelaire, retrouver le langage des choses, le langage caché des choses. C'est, vous savez, dans ce fameux poème de Baudelaire, il est question des chaînes de Dodone qui parlent, oui, voilà, le langage des choses muettes. Voilà, il faut retrouver à la fin de la lettre de Lord Chandos le langage des choses muettes, et cela passe par cette crise de langage qui rend Lord Chandos pratiquement mutique, alors qu'il était juste avant le disciple le plus brillant de Francis Bacon et le plus grand rhétoricien de sa génération. Brusquement, il est pris d'un dégoût des mots et cherche à arriver à ce langage plus pur et plus exigeant, plus visuel, plus plastique, plus accordé aux choses. Il veut en somme cette réconciliation des mots et des choses dont rêve la modernité européenne depuis Baudelaire et Mallarmé. Mais vous voyez comment
toutes ces tendances, toutes ces filiations se croisent et font qu'entre Hofmannsthal, Mautner et Wittgenstein, qui à première vue n'ont pas grand-chose de commun, il y a quand même plus qu'un air de famille. Il y a des traditions intellectuelles et philosophiques, et puis il y a aussi un environnement sociologique particulièrement déterminant. Je pense qu'il est tard. Nous nous sommes laissés un petit peu aller à cette discussion. Je pense qu'on a parcouru beaucoup de terrain. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Si jamais il y avait une question dans la salle, je la prendrai et ça vous permettrait de conclure. Sinon, je pense qu'il est tard. J'ai vu des mouvements dans la salle. Oui, une question. Et puis vous concluez. À vous entendre avec la description si minutieuse que vous avez faite des mécanismes pathologiques de la société viennoise de cette époque, de tout ce qui s'est passé en particulier par rapport aux Juifs, etc., et tout ce que vous avez dit. Est-ce qu'il faut s'étonner, réponse brève, est-ce qu'il faut s'étonner que Freud ait découvert à Vienne, dans ce contexte, ce qu'il a fait? Parce qu'on y retrouve tout ce que vous avez dit, et beaucoup mieux d'ailleurs de ce que j'ai entendu jusqu'à ce jour de la plupart des psychiatres et psychanalystes que j'ai entendus. Est-ce qu'il faut s'étonner que Freud ait fait à Vienne, à cette période, effectivement ce qu'il a fait? Bien, écoutez, si j'ai réussi à vous convaincre ce soir, c'est justement pour que nous ne nous en étonnions pas. Et donc, je vous remercie beaucoup de ne plus vous en étonner. J'en suis ravi. Ça prouve que j'ai trouvé en vous un interlocuteur tout à fait attentif. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous.